Henri est l'un des premiers invités arrivés à ma pendaison de crémaillère. Avec 2 autres amis, je viens l'accueillir à la porte de l'immeuble. Ce bâtiment est sympa, mais les 3 marches de l'entrée sont un obstacle pour les personnes en fauteuil roulant. Heureusement que j'habite au rez-de-chaussée. Au fait, j'ai choisi ce studio pour cet avantage, parce que je voulais qu'Henri puisse venir chez moi facilement. Comme j'habite à présent dans la même petite ville que lui, Goerdian, il peut même venir tout seul en fauteuil roulant électrique. Je vais bientôt bricoler une petite rampe en bois amovible, pour qu'il puisse monter seul le perron. Émilie récupère son manteau et lui offre un verre, comme d'habitude, un Brèche Cola avec une paille. Il n'a pas le droit de boire d'alcool à cause de ses médicaments pour le cœur. C'est le plus raisonnable d'entre nous, comme je le lui rappelle bien souvent pour le faire rire. Nous sommes une douzaine autour de la petite table basse Ikea, et assis sur des poufs ou le clic-clac. J'ai dû pousser les meubles, pour accueillir tout ce petit monde. Je suis content, car mes meilleurs potes de Terminal ST de l'année dernière, et des copains de mon BTS de paysagisme ont pu venir ce soir. Les éducateurs des Goélands ont aussi bien accepté de laisser venir des potes du foyer. Avec la recommandation formelle à mon encontre, comme ils n'ont encore que 17 ans, de ne pas leur donner d'alcool. Ça me fait rire, car les éducateurs savent très bien que les jeunes du foyer picolent avec leurs potes à la sortie des cours du lycée, dans un terrain vague situé juste à côté de l'établissement. Chaque année, le proviseur dit que ce terrain va être clôturé, mais jamais rien ne se fait. Mais j'ai promis aux éducs que ces jeunes ne boiraient pas d'alcool à cette soirée, et si je veux pouvoir les réinviter, il faut que je tienne cet engagement. Pour cela, Émilie qui n'aime pas trop l'alcool non plus a préparé des super cocktails, sans alcool tout l'après-midi. Chacun a maintenant un verre à la main. Henri s'éclaircit la voix. J'en étais sûr, qu'il allait faire un petit discours, comme à son habitude lors des fêtes, auxquelles il est invité. C'est un très bon animateur. Bien qu'on ait déjà fêté ton anniversaire au Goéland, il y a quelques mois, je lève mon verre, j'essaie tout du moins, à tes 18 ans. Dit-il avec humour. Il rigole souvent de son handicap. Que ces 18 printemps te permettent de changer le cours de ta vie. Tu quittes ton foyer, tu t'installes dans un studio, dans un vrai, chez toi, tu réussis ton bac ST, tu commences des études dans le paysagisme qui te plaisent, t'as une super copine. Bref, je te souhaite bonne chance sur cette nouvelle route dans laquelle tu t'engages, cher Johan. Au passage, en tant qu'étudiant en fac de droit, je tiens à te rappeler que dans la législation française, 2 personnes peuvent se marier à partir de leurs 18 ans. Et je suis sûr que, parmi nous, vous trouverez les témoins nécessaires à votre mariage, cher Johan et Émilie. Je dis ça et je dis rien. Toute la pièce éclate de rire. Henri termine son discours, avec une voix pleine d'amitié et de chaleur, en regardant droit dans mes yeux et dans ceux d'Émilie. Je vous souhaite de vivre heureux tous les deux, vous êtes un couple fantastique. Après un tonnerre d'applaudissements proportionnel à la beauté de ce petit discours, Émilie va lui faire la bise pour le remercier. Je lève alors aussi mon verre, pour porter un toast à la force de l'amitié, qui nous réunit ce soir. Émilie, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Oui, je me presse. Commence à sortir le scooter, Johan. Je n'aime pas être en retard, aux heures de visite de l'hôpital. Mais, en même temps, je ne peux pas faire de reproche à Émilie. À chaque fois que je vais à l'hôpital voir Henri, elle souhaite m'y accompagner. Comme elle me le dit lorsque je la remercie pour ce geste. Je viens pour Henri, pour toi, et pour moi. C'est important que je vienne vous soutenir dans ces moments difficiles et douloureux. Casque sur la tête, c'est elle qui conduit le scooter. Elle ne veut pas que mes émotions me déconcentrent de la route. Accroché derrière elle, je réfléchis, je pense à la fois à ma joie de retrouver Henri, mais aussi à la difficulté que j'ai de le voir alité, dans ces grandes chambres d'hôpital, qui ont une odeur si particulière et désagréable. Cela m'impressionne. Comme il me le répète, ce ne sont que des examens médicaux, et des petites interventions, qui ne durent que 2 ou 3 jours à chaque fois, mais je trouve qu'il en subit de plus en plus. Je n'aime pas ça. L'évolution de sa maladie a l'air de s'accélérer. Même lui n'a pas plus l'air tranquille. Bien qu'il ne veuille pas le montrer, je le trouve souvent angoissé lorsqu'il est à l'hôpital. J'ai peur pour lui. Le scooter est garé. Avec Émilie, nous ne demandons même plus notre chemin à l'accueil de l'établissement. Henri, à chaque hospitalisation,
se retrouve dans le même service de pneumologie, et très souvent dans la même chambre. Il a une chambre pour lui seul, afin qu'il puisse recevoir ses amis, comme l'a dit son médecin. Après avoir salué les infirmières du service, qui ne sont pas si mignonnes que ce que l'on dit, je rentre avec Émilie dans la chambre d'Henri. Avec un grand sourire mal rassuré, je lui lance. Eh? Salut, Henri? Comment vas-tu? Ça va? Juste l'envie de reprendre la fac, et une vie sociale normale? Bien que je ne sois là que pour 4 jours, je n'aime pas rester enfermé, coupé du monde. Je te comprends, mon vieux, lui répond doucement Émilie. Ça ne doit pas être facile. Tu as quand même accès aux cours de droit par le biais d'Internet. Oui, mais je suis souvent trop fatigué pour m'y mettre. Et la grande tranquillité de ces journées me fait ruminer. Je n'aime pas ça. Après quelques secondes de silence, j'ose intervenir doucement. À quoi ça te fait penser, Henri? À tout. Il a les yeux rougis. Une larme commence à lui glisser le long des joues. Sans rien dire, Émilie sort de la chambre. C'est dans ces moments-là, en particulier qu'elle fait preuve d'une grande humilité. Elle préfère s'effacer de ma relation d'amitié avec Henri, afin que l'on puisse discuter plus à cœur ouvert entre nous deux. C'est l'une des grandes forces que j'aime chez elle. Je m'assieds sur le bord de son lit. Il ne faut pas plus de temps, pour qu'il s'effondre en larmes. Je m'aperçois que je ne l'avais jamais vu pleurer réellement auparavant. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais jamais quoi dire ou faire dans de tels moments. Je m'approche de lui et prends sa main dans la mienne. Nous restons plusieurs minutes dans ce fabuleux échange silencieux, illustration de notre grande complicité, de notre relation plus forte, que celle qu'auraient de simples amis. Je n'en peux plus, Johan. Je n'en peux plus. Je ne réponds rien. Je l'écoute et reste attentif. Je suis aussi triste que lui et je sens que je vais avoir un grand rôle à jouer dans les minutes qui vont suivre. Surmonter mes sentiments pour pouvoir l'aider. Je n'en peux plus de cette putain de maladie, dit Henri dans un élan de colère et de tristesse. Je te comprends, mon vieux. C'est une maladie de merde, vraiment. Mais il faut que tu tiennes bon, t'es un battant. T'as toujours été un battant? Non, Johan, je ne vais plus être un battant. Je vais bientôt devenir un légume. Un de ces mecs qui ne peuvent plus rien faire, même plus parler. C'est déjà en route, regarde. Ça fait quelques mois déjà que j'ai plus de mal à respirer. C'est vrai que depuis quelque temps je le voyais beaucoup plus souvent couper ses phrases, pour reprendre sa respiration. Je n'avais jamais osé en parler avec lui, de peur d'avoir raison. Henri reprend. Et je sais qu'être à cette étape de la myopathie à 19 ans, c'est très mauvais signe. La maladie arrive bientôt à son but final. Johan, me dit-il avec beaucoup d'émotion dans sa voix. Je ne veux pas être un légume. Je ne veux pas vivre cette étape. J'ai peur de comprendre ce qu'il veut me dire. Les larmes aux yeux, je me lance alors dans une sorte de plaidoirie, pour la défense de la vie. Henri, ça fait presque 5 ans qu'on se connaît. Ça fait presque 5 ans que je connais un mec, qui m'a aidé à sortir de la merde, par son impressionnante joie de vivre. Avec des sanglots qui entrecoupent ses phrases, il essaie de m'interrompre. Oui, mais là, maintenant, je n'en peux plus. La maladie a trop évolué. Comprends-moi, Johan, s'il te plaît. Sans m'arrêter, je continue. Lors de la colo où on s'est rencontrés, lors de ces fameuses parties de jeux de dames, on s'était confiés l'un à l'autre, créant la plus belle amitié, que j'aurais eue dans ma vie. Oui, mais... Et tu m'avais dit une phrase, que je me suis efforcé de garder comme cap, et qui m'a ramené à, la vie. Garder une ligne d'horizon joyeuse, est le meilleur moyen d'atteindre ses rêves dans la vie. Henri, j'ai saisi ce que tu viens de me dire. Mais à ton tour de m'écouter maintenant, je t'aiderai jusqu'au bout de ta vie à garder cette ligne d'horizon optimiste. Je serai à tes côtés, pour te faire vivre tes rêves. Ce n'est pas ta putain de maladie, qui va détruire notre relation d'amitié, on a encore tant de choses à vivre ensemble. Je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas faire de conneries. La vie, même à l'étape d'un légume, est trop belle pour qu'on crache dessus. Jusqu'au bout de ta vie, je suis sûr que tu recevras beaucoup de ces cadeaux. Après quelques secondes de silence, je rajoute. Tu as encore beaucoup à apporter à ta famille, à tes amis. Puis je lui murmure, en le regardant dans ses yeux humides. Tu as encore beaucoup à m'apporter, Henri. Après ces mots, j'éclate en larmes,
tout comme lui. Je le serre dans mes bras. Entre deux sanglots, je continue à lui dire quelques mots d'une voix tremblante. Ne me lâche pas. Je t'accompagnerai pour réaliser tes rêves aussi. Je te promets que tu auras une belle vie jusqu'au bout, je m'y engage. Mais promets-moi que tu ne feras pas cette connerie. On se battra ensemble jusqu'au bout contre cette maladie, et ta souffrance ne sera plus qu'un point noir au milieu de l'arc-en-ciel. Un silence accompagné renforce mes paroles. Merci, me répond Henri d'une voix à la fois émue et triste. Merci Johan. Je te promets de ne pas faire de conneries. Après quelques instants de silence, il reprend. Johan, s'il te plaît, ne parle de cette discussion à personne. Je ne voudrais pas que cette idée, que j'ai eue tout à l'heure, arrive aux oreilles de mes parents. J'en aurais trop honte. Ne t'inquiète pas, un ami, c'est fait pour ça. Je garderai ça pour moi. Mais jure-moi de ne jamais faire cette connerie, de ne jamais laisser la maladie gagner son combat. Je veux que tu quittes cette terre, en paix et avec la tête haute. J'essaierai, je te le promets. Quelques minutes après, arrive l'infirmière avec les médicaments d'Henri, suivie d'Émilie. Je me relève, essuie mes larmes et celles de mon ami. L'infirmière nous demande si tout va bien. Henri répond positivement pour nous deux, afin de terminer cette conversation. Je fais signe de la tête à Émilie, pour lui dire qu'on va partir. Henri va avoir des soins. Elle me comprend, ne pose pas de questions, enfile son manteau et va faire une bise à Henri, et lui glisser un mot à voix basse. Henri la remercie et lui offre un grand sourire. Je vais aussi lui dire au revoir. Garde espoir, mon vieux, et garde courage. T'es un battant. Il me fait un signe de tête, en guise de réponse et me sourit. Je rajoute alors. Quand tu seras sorti de l'hôpital, dans 3 jours, tu seras le bienvenu, chez Émilie et moi pour un dîner. On fera ton plat préféré? Une énorme choucroute de la mer. Émilie a compris qu'une grosse discussion avait eu lieu entre Henri et moi. Aussi, toujours par respect pour notre relation d'amitié, comme elle voit que je ne veux pas lui parler de notre échange, elle ne me demande pas plus d'informations. C'est une fille vraiment super. J'ai de la chance d'être avec elle.